Ce que je vais faire, c'est que je vais parier sur la discipline. Je vais ouvrir la possibilité aux gens de démarrer leur micro, leur son. Voilà. C'est fait. Et aussi, d'ailleurs, leur vidéo. Bah, n'en abusez pas. C'est-à-dire que simplement, si vous avez vraiment voulu prendre la parole, ouvrez votre micro et ouvrez votre vidéo. Et puis, une fois que la question a été posée, essayez de refermer de manière qu'on n'ait pas de son parasite. Ça permettra ensuite, bah, ça me facilitera le montage, bien évidemment, et la mise à dispo sur YouTube de cette émission. On est 21. On était 17 au début, puis on est monté rapidement à 20 et on a tourné entre 20 et 21. Donc, je considère que c'est pas mal pour quelque chose quand même d'assez technique, assez scientifique et qui sélectionne quand même un peu le public. Voilà, donc allez-y. Bruno, euh, si tu veux regarder ce qu'il y a dans le chat et puis si tu as des questions. Sinon, moi j'ai pris une bonne page de notes, donc je peux attaquer aussi. Alors, j'ai une question de détail. Qu'est-ce que c'est que le SCU? Le SCU, c'est une association américaine de scientifiques. Alors, euh, l'acronyme, je l'ai jamais en tête, Society euh, of Ufology, of UIP, pardon. Euh, en gros, vous avez aujourd'hui quelques centaines de membres, donc c'est une énorme association. Euh, Vous avez Robert Powell à sa tête, qui est un Américain. Elle est centrée essentiellement, effectivement, sur les États-Unis. Et, euh, euh, et quand je disais à vocation plutôt scientifique, mais en fait, dans les faits, ils sont de plus en plus ouverts aussi à des études assez diverses euh, dans, euh, dans des domaines qui sont parfois d'ordre aussi pédagogique, j'ai envie de dire. D'accord. T'as mis c'était dans ce schéma. Alors moi, j'ai pas pu, j'ai eu un problème d'imprimante, mais je sais plus où est le Lequel? schéma que je présente là, que j'ai redessiné. Tu avais donc tu parlais d'investigation, tu avais la NASA, la ARO, STU. Oui, J'ai pas. Scientific Coalition for UAP Studies, excusez-moi. Voilà. Voilà, merci. Euh, Comment tu vois les rapports avec le MUFON? C'est euh, Hum, Bah avec toute association, j'ai envie de dire de manière générale, c'est-à-dire que UAP Check n'est pas du tout élitiste, c'est-à-dire qu'on cherche à vraiment travailler avec tout le monde et, euh, et à tous les niveaux, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau, j'ai envie de dire pédagogique, scientifique. On fera jamais de la science en tant que telle. Ça, on laisse les scientifiques euh, dans les laboratoires travailler, et je pense que c'est très bien comme ça, même si, bon, je pense encore une fois qu'il faudra une organisation scientifique particulière, mais avec derrière, voilà, du soutien et un pédagogique en particulier, puis l'aspect média. Donc, on est vraiment très grand public, et avec le MUFON, on est bon, c'est-à-dire, en fait, est-ce que le travail, leur façon d'investiguer, devrait évoluer ou il est déjà. Enfin, en fait, il y a la France et les États-Unis. Je connais un petit peu la France, le ouais. MUFON de France. Ils sont déjà venus quasiment 3 fois ici, exposer leur projet. Et bientôt, j'espère qu'ils pourront exposer leurs résultats. Mais toi, tu connais sans doute un peu mieux le MUFON et les États-Unis. C'est compatible, si tu veux, en termes d'investigation, Ouais. les, Ce que je disais, c'est que de toute façon, bien sûr, il faut on arrive à converger. à se coordonner. D'accord. Ok. Voilà. Et après, le problème de toutes les associations
et je pense que c'est pas simplement le MUFON, c'est d'arriver à avoir des ressources pour travailler et faire les enquêtes. Parce que faire une enquête, c'est très long, et la plupart des associations collectent énormément de cas, mais ont du mal à les enquêter. Et, et d'une certaine façon, elles ont des formulaires de témoignages, comme évidemment UIP-Check proposera un formulaire de témoignage, mais un outil qui permette de faire l'analyse de ces données de témoignage, ça n'existe pas. Et ça, nous, c'est quelque chose qu'on souhaite proposer à toutes les organisations dans le monde, donc MUFON compris. Donc demain, on leur proposera cet outil pour analyser leurs propres témoignages avec des connecteurs logiciels, parce que l'idée, c'est d'adapter des connecteurs aux données ad hoc de chaque association. Et bien sûr, ce que je disais tout à l'heure, c'est de réfléchir à faire évoluer ces outils d'analyse. C'est-à-dire que ces outils d'analyse, aujourd'hui, ce logiciel, la façon dont il travaille, ce sera discutable, ce sera ouvert, et il faudra itérer dessus. Alors, il y a des questions, des remarques qui ont été faites à plusieurs reprises. C'est en fait le périmètre qui a été étudié, euh, UAP, donc phénomène ou PAN, phénomène aérien non identifié. Si le phénomène n'est pas aérien, bon, je pense que s'il est aquatique, ça peut encore rentrer dans votre périmètre. Mais maintenant, s'il est typiquement paranormal, voire apparemment occulte, c'est-à-dire extrêmement étrange, pour reprendre ta nomenclature. Est-ce que vous avez des limites? Bon, certainement, vous en avez, mais Non, enfin, est-ce par exemple le Dogman ou le ouais. Yeti ou le Sasquatch? Parce qu'il y a des gens en France qui font des corrélations entre les sols, justement, qui font un peu, qui étudient les variables d'environnement à leur façon, hein. Je suis pas très, personnellement, je suis pas très convaincu, mais peu importe. Ils font ce travail et ils étudient les rapports sur les Dogman et les Sasquatch. Alors, Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? ouais, ça dépend à quel niveau on se place. Si on se place au niveau du IP check ou si on se place au niveau plus personnel et des études ou des recherches que j'ai menées. Au niveau du IP check, très simplement, pour l'instant, c'est plutôt une association qui est dans une stratégie de communication et de sensibilisation. Nous n'avons pas de vocation à faire d'enquête à l'instant T aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va avoir pour vocation à aider au travail d'enquête avec du logiciel. Par contre, ce qui est de faire des enquêtes peut-être, mais dans quelques mois. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'est pas taillé pour. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, il faut former les gens, d'une part, et puis d'autre part, si une fois qu'on les a formés, il faut qu'on puisse encaisser d'une certaine façon aussi le débit. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de gens qui demandent, on va pas faire des déçus. Voilà. Et après, pour les phénomènes paranormaux, alors j'ai envie de dire UAP-Check, c'est Anomalous aujourd'hui, dans le sens américain du terme. Et, euh, et donc, au travers des domaines d'actualité qu'on couvre, on s'intéresse évidemment à, à ce qui peut se passer autour du Skinwalker Ranch ou des phénomènes de ce type. Alors bien sûr, il y a un moment donné, on va peut-être pas couvrir les maisons hantées, c'est peut-être pas ça aujourd'hui, mais qui sait demain, je ne sais pas. En tout cas, c'est des sujets qui sont connexes, c'est évident. Et après, c'est juste une question j'ai envie de dire, de ressources humaines, c'est-à-dire de capacité à pouvoir mener les choses bien et de pas décevoir les gens parce qu'on s'engage à moitié sur un sujet. D'accord. Tu as bien Chris, répondu. Oui, qui oui, ça? c'est Philippe. J'ai une question à poser à Michael Vaillant. Je t'en Euh, prie, vas-y. voilà, Michael, est-ce que dans vos études, vous avez peut-être introduit aussi des études sur les phénomènes historiques, notamment des conflits armés? Est-ce qu'il y a eu une corrélation, par exemple, dans certaines observations et sur des zones de conflits militaires où il y a eu confrontation avec des armées? Bon, là, on a eu le cas de la guerre entre la Russie et l'Ukraine où on aurait observé des phénomènes de pan.
est-ce que vous avez observé ce genre de corrélation? C'est une bonne question. Alors, pour y répondre, il faudrait des données. Aujourd'hui, dans les données passées que j'ai étudiées, comme je disais, les données de l'ARIACH, malheureusement, elles s'arrêtent à l'an 2000. Donc, je n'ai pas les conflits modernes, tu t'en doutes. Ce qu'on peut voir dans les données de l'ARIACH, et moi, ce que j'avais relevé sur USPHER, mais c'était plutôt au niveau du sol, c'était sur les effets, ce que je disais tout à l'heure, au niveau de ce qu'on appelle la ligne rouge. Alors, la ligne rouge, c'est les zones qui ont été extrêmement bombardées pendant les conflits, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, et il y a une relation pour moi environnementale qui est assez directe avec toute l'ère de survol des zones, enfin des vagues belges qui ont touché au nord de la France et à la Belgique, c'est-à-dire que c'est la même zone hydrographique. Et cette zone hydrographique vient prendre ses racines en France, justement, euh, au niveau de la région de cette zone rouge. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que tous ces métaux et ces bombardements ont laissé dans le sol des métaux et des polluants qui déversent et qui ont mis des dizaines d'années à s'oxyder, rouiller et à partir en morceaux et dans les réseaux d'eau. Et ça pollue énormément l'eau. Alors ça, c'est un truc qui est assez remarquable. On peut faire une étude là-dessus de corrélation. Après, effectivement, sur du récent et du moderne, moi, je serais vachement intéressé. Par contre, il faut arriver à trouver des données homogènes dans l'espace, c'est-à-dire suffisamment collectées raisonnablement, homogènement bien dans l'espace. Et ça, c'est ça qui est. Mais J'ai en fait, si vous rebondir. voulez, Mickaël, si vous voulez, j'ai en mémoire certains événements historiques rapportés, notamment le phénomène des nuages qui faisait disparaître des soldats à Gallipoli en 1915, mais aussi d'autres, les Foo Fighters de la guerre de la Seconde Guerre mondiale, des phénomènes aussi de poursuite d'un ovni, en tout cas d'un phénomène ovni par des militaires américains pendant la guerre du Vietnam. Vous voyez, est-ce que, alors évidemment, là, ce sont des témoignages, on va dire, spécifiques, mais est-ce que peut-être hein, dans un travail futur, peut-être les données manquent peut-être, mais peut-être que ces phénomènes-là ont aussi été plus intenses, mais moins bien documentés. Philippe, je voudrais rebondir sur ce que tu dis. Intéressant. Et puis la question précédente, c'est qu'en fait, on a parlé de variables d'environnement et j'ai trouvé que ça se réduisait quand même justement à des problèmes assez simples, justement, de la pollution des sols. Bon, Hmm. c'est quelque chose qui peut se mesurer, c'est un des intérêts Oui. d'ailleurs. Mais pour une observation, il y a d'autres choses que m'ont signalé les groupes d'enquête que j'ai interviewés en toute la France. Ils disent très important l'état d'esprit du témoin, son histoire ufologique, le lieu. Est-ce que c'est un lieu où il y a des légendes? Est-ce que c'est un lieu qui est marqué, euh, etc. Donc en fait, l'environnement, comment dire, non pas objectif, mais plutôt subjectif, donc de l'observation. Et ça, j'en ai pas entendu parler dans ton exposé. Et il me semble que c'est très important parce que, tu sais, le phénomène OVNI n'est pas. Enfin, l'idée, c'est d'analyser objectivement. Mais je pense qu'il a peut-être une composante subjective irréductible. Eh ben, écoute, c'est vrai que j'en ai pas parlé parce que ça fait partie j'ai envie de dire, du process d'enquête. C'est-à-dire que dans le process d'enquête, en particulier, bon là, je reviens sur le niveau GEPAN. On a ce qu'ils appellent, on a un entretien cognitif, c'est-à-dire un entretien qui est en trois passes, qui permet, en particulier, de réduire les phénomènes euh, qui seraient d'ordre, on va dire, faux souvenirs ou réduire tout simplement
les problèmes de perte de mémoire, c'est-à-dire qu'avec le temps, on a une destruction de l'information, donc ça améliore, j'ai envie de dire, le recueil. Et puis, derrière cet entretien cognitif, on se sert de ces données-là pour faire des analyses. Et si, justement, et ça c'est l'enquête qui le fait, il y a, des questions qui se posent sur le côté subjectif, c'est-à-dire psychoclinique, en particulier, est-ce que le témoin, dans son enfance, dans son environnement personnel, a vécu des choses, a subi des choses, c'est quelque chose qui va être regardé. Le GEPAN travaille avec en particulier CIRCE. CIRCE, qui est un laboratoire qui est à Nantes. Alors, parce qu'il y a un certain nombre de phénomènes qui sortent aussi, et ça c'est un autre cas de figure, en général du périmètre GEPAN, quand il n'y a plus de côté aérospatial, ça c'est pour le GEPAN, quelque part, il leur confie, quand ils pensent que c'est pertinent, les cas, et à ce moment-là, CIRCE, c'est des psychocliniciens et qui étudient ça. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que la science là-dessus est pas très bien armée. C'est-à-dire que, et j'imagine que c'est bien pire pour un enquêteur de terrain qui n'est pas scientifique. C'est-à-dire que quand je dis elle est pas bien armée, c'est du domaine de la recherche. C'est-à-dire Oui, que mais c'était pas, je t'entends, mais c'était pas vraiment là ma question. Ma voilà. question, c'est est-ce que le phénomène ne pourrait pas se manifester dans un lieu particulier parce il a une attirance ou une récurrence pour ce lieu? Est-ce qu'il n'y a Oui. pas un lien historique avec le lieu? C'est-à-dire qu'en fait, le phénomène OVNI ne serait pas purement ponctuel dans le temps et dans l'espace, mais aurait un historique, si tu veux, et qui n'est pas facile à comprendre. Alors, D'ailleurs, mais je n'ai pas d'explication personnellement à te fournir, mais il y a pas mal de cas où il semblerait que un lieu, qui porte d'ailleurs des fois un nom assez significatif, attire le phénomène. tu parles d'un phénomène qui serait créé de façon endogène par le lieu, dans ce cas-là, peut-être. Ou que les extraterrestres ont un intérêt autour des siècles pour ce lieu, va savoir. Je ne sais pas moi. Après, ce qui, Donc, d'où l'intérêt, si tu veux, ouais, de ouais. se documenter à la fois sur l'histoire, la géographie du lieu, et aussi sur Mais le témoin. Parce que le disons témoin, ouais. tout ce qu'on peut faire, je pense, c'est effectivement essayer d'élaborer des hypothèses, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que certains lieux peuvent correspondre à des manifestations, parce que c'est pas parce que tu auras effectivement éventuellement dans un lieu, et ça c'est qu'un avis personnel, une observation peut-être récurrente, et la récurrence ça veut dire quoi hein, dans ce cas-là, que sur un même type de lieu ailleurs ce sera le cas, et surtout qu'est-ce que tu peux en tirer comme type d'enseignement, j'ai envie de dire. C'est là où c'est un peu complexe, c'est-à-dire que aussi, mais là où je voulais en venir, par rapport à cette histoire de lieu, et c'est un sujet sur lequel j'aurai l'occasion de revenir, c'est que je pense qu'une partie de ces phénomènes sont psychologiques au sens euh, de nature, entre guillemets, euh, à être, enfin, de nature, pas non réelle, je dirais, mais en tout cas, à être manifesté parce que il y a le témoin qui est présent en relation avec l'environnement. Alors, c'est quelque chose dont j'ai un peu parlé à EcoEvent, c'est quelque chose dont je reparlerai, mais ça mériterait des développements. C'est-à-dire que, comme si, dans certains cas de figure, il y avait une composante psy dont le témoin était quelque part le co-responsable, Le c'est-à-dire co-auteur, oui. le co-auteur. Je n'ai C'est-à-dire pas voulu employer le mot psy, mais j'ai pensé pas mal. voilà. Et d'une certaine façon, euh, est-ce qu'il faut les mettre au même niveau que les autres ces types de phénomènes? C'est là où et c'est là où j'en reviens à ce côté psychoclinique. Je trouve que en termes d'ufologie ou en termes d'analyse de phénomènes,
on est mal équipé aujourd'hui, c'est-à-dire que on regarde ce qui s'est passé au niveau de Skinwalker Ranch. Euh, je trouve qu'il y avait un problème de discernement entre les phénomènes qui pouvaient être psy et non psy. Et comment, entre guillemets, on fait le discernement entre les phénomènes psy et non psy, ou la conjonction des deux. Parce que je ne dis pas que c'est l'un ou l'autre, ou je n'oppose pas l'un et l'autre, mais je dis tout simplement, attention, à un moment donné, comment on s'assure que le mec, finalement, n'est pas en train de vivre une forme, entre guillemets, d'hallucination, même s'il le voit dans ses jumelles, entre guillemets, par exemple, le phénomène, mais qu'il n'est pas dans un état de conscience modifié, il s'est mis dans un état de conscience modifié. Et là, je pense typiquement aux expériences que réalise Greer, qui pour moi rentrent de ce type de phénoménologie, où effectivement, ça mérite à un moment donné euh, vraiment à la fois des expériences de labo, c'est-à-dire de cadrage des contextes d'observation, avec quel type de témoin, avec quel type de passé, et ensuite avec quel type d'environnement. Parce que je pense encore une fois que ce genre d'observation, c'est une conjonction entre le témoin, l'environnement, et effectivement, tu l'as évoqué, d'autres choses qui ont eu lieu dans le passé. Et je pense qu'on peut avoir, et c'est là où moi je suis très prudent, et j'en parle de la conscience collective, mais peut-être des informations qui viendraient d'une forme de conscience collective humaine. Alors ça, l'avenir le dira, enfin, mais encore une fois, il reste des expériences à réaliser et à faire, dont le témoin serait, encore une fois, un intermédiaire, un canal, d'une certaine façon. Et il aurait l'impression, effectivement, de voir des choses qui sont indépendantes de lui, mais en fait, c'est ce qu'il voit, en fait, est tout simplement lié au fait que lui, il en a été quelque part, si ce n'est l'auteur, en tout cas le support, en tout cas Ok, le participant. ok, Donc, merci. Hmm. voilà, et tout ça dans des lieux, effectivement, qui sont des lieux particuliers. Et c'est quelque chose que j'ai évoqué aussi avec Coévin, qui sont dans des lieux qui euh, correspondent éventuellement à d'anciennes cultures, où il y aurait la résurgence on va dire, de phénomènes euh, euh, psychologiques qui correspondraient à des patterns, à des motifs, en fait, qui sont des archétypes, en fait, pour reprendre des termes jungiens. Mais voilà, là, encore une fois, ça mériterait, je pense, des analyses, par exemple, on pourrait imaginer des analyses statistiques avec des cartographies de ces types de phénomènes, parce que l'intérêt aussi, c'est que ces types de phénomènes, souvent, se ressemblent. C'est-à-dire qu'on a des typologies de créatures, on a des typologies d'observation. Donc, Oui, comment elles se distribuent dans l'espace, par exemple. Et ça mérite effectivement l'étude en relation avec les témoins. ok. Il y a plusieurs Polyèdre, par exemple, qui est un auditeur, il nous écrit beaucoup de choses. Tu peux prendre la parole, hein. Je sais que tu es un peu timide, mais tu as beaucoup de choses à dire, par contre. Voilà, le micro est ouvert pour vous poser des questions. Sinon, moi, on va faire la conférence à deux avec. Est-ce que je peux dire quelque chose? Eh Un bien, truc. oui, oui. Oui, oui, j'ai par rapport, Michael peut-être pourrait m'éclairer il a des informations sur, est-ce qu'il y a eu une corrélation qui aurait été établie sur des épisodes historiques, notamment de scénarios un petit peu de type fin du monde, de crise grave, telle que la crise des fusées à Cuba, où bon, il y a eu les épisodes des Minuteman aux États-Unis, mais aussi en 89, alors qu'il y a eu la chute du mur de Berlin, où ça aurait pu dégénérer. On a eu une vague, la vague belge de 89 à 91. Euh, Là, on a le dossier OVNI qui revient sur le,
le devant de la scène, alors que nous avons quand même une crise euh, géopolitique et militaire entre la Russie et l'Ukraine, mais peut-être potentiellement entre la Chine et les États-Unis avec Taïwan. Donc, est-ce que tous ces phénomènes-là, il n'y aurait pas aussi une corrélation avec le Israël. phénomène OVNI? Ouais, c'est une bonne question et ça fait partie des hypothèses ouvertes à mon sens, dans la mesure où effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si le phénomène, on prend l'hypothèse que c'est un phénomène qui avertit certains pouvoirs, notamment militaires et politiques, de par sa présence, eh bien, quand il y a des risques à l'échelle internationale, comme il peut y en avoir en ce moment, ça peut être effectivement quelque chose à regarder et à surveiller. C'est une vraie question au sens d'étude, c'est-à-dire mais qui serait hyper certainement patiente et longue à faire, c'est-à-dire qu'il faut arriver à, d'une certaine façon, évaluer l'intensité de ces chocs géopolitiques ou de ces histoires géopolitiques pour en faire un graphique et pour pouvoir le comparer ensuite. Et là, toute la question de l'évaluation de ces événements, elle est pas simple à mon avis. Ça demande du temps et il y a Ça beaucoup, demandera. Ouais, Oui, ça il y a demande beaucoup de beaucoup chefs de... et il n'y a pas beaucoup d'Indiens. ouais, malheureusement. Mais bon, après, hein, sur le plan intellectuel, c'est intéressant. Ouais. Ce serait peut-être intéressant aussi de peut-être de travailler de concert avec des gens comme du renseignement, comme Monsieur Alain Juillet, ou autres, mais qui s'intéressent justement pour faire peut-être des liens avec tous ces événements. Pourquoi pas? Après, il faut voir si Alain Juillet est très habitué aux data et aux données. Je sais pas où est-ce qu'il aujourd'hui où est-ce qu'il en est là-dessus. S'il a fait des études dans ce sens-là, mais on pourrait lui poser la question à l'occasion. Donc, tu es parti dans Laurent, tu as peut-être quelque chose à dire? J'ai vu que tu as posé. J'ai pas eu le temps de lire tous les chats parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Tu as peut-être une question à Donc, est-ce poser? que ce papier, à ton goût, était critiqué par suffisamment de scientifiques? Pas assez à mon goût. C'est une bonne question, Laurent, merci. En fait, le truc de ce papier, c'est que je l'ai laissé sur Arxiv en 2000, à peu près 2012, tout simplement parce que je n'ai pas trouvé de revue où le publier à l'époque. Et enfin, si dans une revue de mathématiques, sauf que dans une revue de mathématiques, il nous disait bah, tout simplement votre papier. Bon, les mathématiques sont certes pointues, mais pas assez pour du domaine de la recherche. Donc effectivement, c'était pas un papier de recherche en maths. Après, ça a été une revue sur la systémique et les risques systémiques, mais pour eux, c'était trop sur les phénomènes aérospatiaux, donc c'était hors du scope aussi. Donc bon, au bout de deux journaux, j'aurais pu continuer. Je pense que j'aurais pu trouver une revue, bien sûr, plus simple, plus modeste, mais je n'en voyais pas simplement l'intérêt. Après, je l'ai laissé quand même en ligne. Il a été lu par un certain nombre de scientifiques qui m'ont fait des remarques individuelles. Mais la meilleure façon, je pense encore une fois, de le faire critiquer, c'est de le passer dans une revue à comité de lecture. Mais je pense que sur le principe même des maths qui sont utilisées, il n'y a pas grand-chose à redire en tant que telles, puisque, comme je le disais là, elles sont pas simples, mais elles ne sont pas non plus monstrueusement avancées, quoi. Oui, ok. De Charles Garcia à tout le monde. Question. Cette étude statistique de 2008 sur la fréquence des vagues d'OVNI confirme ce que Vallet suppose. Ah. Monsieur Garcia, vous pouvez peut-être nous poser la question de Oui, vive voix. oui. Donc comment dire, en introduction sur
sur la présentation au sujet de la fréquence des vagues d'OVNI, comment vous aviez évoqué le fait que, comment dire, Vallée s'était déjà posé la question et avait dit que c'était peut-être l'indice d'un Un comment système de contrôle. le Oui. système de contrôle, oui. Ouais. Et votre première remarque, ça a été en regardant les données comme ça brutes, vous voyez pas à partir d'où il était arrivé à cette conclusion. C'est Et ça. finalement, la démonstration a l'air de. Est-ce que finalement votre analyse vous conduit à une même conclusion ou est-ce que vous poseriez, comment dire, une différence dans l'analyse entre celle que vous faites et celle que supposément a fait Vallée? Je pense oui, il y a une convergence. Simplement, faut voir la définition qu'il pose derrière système de contrôle très exactement. On peut regarder de façon assez basique, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut imaginer des intelligences qui essayent de contrôler, ce qui rejoint l'idée d'un système d'apprentissage supervisé. On est dans le même, j'ai envie de dire, dans le même axe d'interprétation. Après, système de contrôle est peut-être plus ouvert, plus large. Un système d'apprentissage, bon, c'est un peu plus étroit comme scope. Simplement, ce que je sais, c'est que sur cette relation avec une loi exponentielle, j'ai eu l'occasion d'en parler avec Jacques et on a, voilà, il était ravi, heureux de pouvoir en discuter avec moi. Il l'avait pas vu cette relation. Il m'a simplement dit ah oui, c'est rigolo, enfin c'est rigolo, c'est étonnant. Et donc simplement, encore une fois, ce que je disais au début, c'est que je ne sais pas exactement comment il en est arrivé à cette idée. Ou comment à l'époque ses collègues en sont arrivés à l'idée effectivement euh, soit d'un système de contrôle, soit l'idée d'un apprentissage supervisé. Et, euh, et là, peut-être qu'effectivement, ça tient plus à un contexte soit plus général, soit simplement la forme d'une vague d'observation avec une intensité très très importante et remarquable à un moment donné. Mais je n'en sais pas plus. Alors si vous avez de l'information là-dessus, moi je serais ravi. Vous avez lu ce qu'il publie ces carnets régulièrement J'en ai lu certains, j'ai pas tout lu, très honnêtement. Ah, d'accord. Non, bon, bah, peut-être simplement il a eu une intuition et puis que vous avez pu mettre les maths dessus. Dans tous les cas, c'est très très intéressant. Félicitations au passage, enfin Ouais, démonstration vraiment 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 passionnante. merci. Ouais. Est-ce qu'on peut pas se demander, en fait, parce que là, ce phénomène d'apprentissage, est-ce qu'il pourrait pas être fait dans l'autre sens aussi? Parce que on pense à une éducation, hein, en fait, on essaye sans violer la civilisation, on essaie de l'amener quand même vers une prise de conscience. Est-ce que, en fait, cette loi de puissance que tu as découvert, ça pourrait pas être aussi, comment dire, une façon d'étudier, d'interagir avec la Terre en fonction des connaissances qu'on acquiert, de l'autre côté de la barrière. D'interagir avec quoi, pardon? Là. C'est-à-dire qu'en fait, comment dire, cette formation de la planète, ça pourrait être aussi, ça pourrait très bien être vu, ce phénomène, cette loi de puissance avec donc ces vagues qui arrivent à intervalles donc de plus en plus grands. Ça pourrait être tout simplement, enfin tout simplement, ça pourrait être au fait que les extraterrestres, pour réagir avec la Terre, bah, ils commencent une première fois, massivement. Ensuite, ils y vont une deuxième fois, une troisième fois. Tu vois, ça pourrait être eux qui apprennent la Terre. Comme un effet de feedback. Oui, Oui. certes. Mais dans ce cas-là, en C'est fait, bien bon, les paradoxes. le fait qu'il y a
une équation, effectivement, fait que, d'une certaine façon, il y a une maîtrise du rythme. Et cette maîtrise du rythme, de toute façon, on est d'accord, c'est eux qui le tiennent. Après, est-ce qu'ils auraient à apprendre des choses de nous? C'est Bah, toute la nous, question. Moi, je me suis posé la question au départ de façon vraiment endogène, c'est-à-dire savoir plutôt si ça pouvait être un effet de la conscience collective humaine. C'est-à-dire, est-ce que finalement, ça pouvait pas être une émergence spontanée d'un collectif humain sans intention d'individu particulier. Et, ouais, et la question reste ouverte, hein. Simplement, le fait que effectivement ce soit aussi propre, j'ai envie de dire d'une certaine façon mathématique, est un peu étonnant. C'est-à-dire qu'on connaît certains phénomènes collectifs comme par exemple les serial killers, ça en fait partie. On sait que quand il y a des serial killers qui commencent à tuer quelque part, ça encourage d'autres serial killers ailleurs. On a eu ce genre de phénomène, mais euh, il n'y a pas de relation, par contre, mathématique de ce type. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des vagues, des bouffées, j'ai envie de dire, euh, mais sans relation entre guillemets ces différentes vagues d'activité. Donc, ça répond pas à ta question. Là où simplement, moi, si tu veux, je doute un petit peu, c'est que, en fait, simplement, les observations sont assez théâtrales. C'est-à-dire que d'une part, euh, s'il y a des intelligences, très certainement, elles ont toute l'information qu'elles veulent, c'est-à-dire qu'il y a une asymétrie dans l'information, c'est-à-dire qu'elles ont l'information sur nous et nous, on n'a pas d'information sur eux, entre guillemets. Donc c'est vraiment une question de pouvoir technologique et de pouvoir de renseignement d'information qui est à l'œuvre, d'une part, et puis d'autre part, euh, comment les observations se manifestent, c'est-à-dire quand je parlais de jeux de théâtre, on a souvent l'impression que c'est un système un peu de carton-pâte, ces histoires. C'est-à-dire qu'on a des histoires qui sont totalement sans queue ni tête et qui sont juste faites quelque part pour un ou, ou deux ou trois ou quelques petits témoins, enfin petit nombre de témoins, mais pas très important, mais sans plus. Et je sais pas s'il y aurait beaucoup à apprendre dans l'autre sens. Alors peut-être que ils apprendraient éventuellement de notre propre retour, mais allez savoir. ok. Donc, nous sommes toujours 19. Il y a certainement des gens qui ont des questions à poser. Ouais, moi j'ai une question. Coucou Patrice, c'est Anne. Alors, bonjour Euh, Anne. Ah, oui, alors donc ça va, ça va. Moi j'étais très très intéressée par la démonstration. Donc vous avez réussi à établir une date prévisionnelle de 2035. Donc ça c'est une prévision temporelle. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer un modèle qui arriverait à faire une prévision sur les hotspots géographiques, c'est-à-dire qui arriverait à donner une localisation potentielle et voir une localisation spatio-temporelle en disant ça va se passer plutôt là et à tel moment. Parce que pour faire un parallélisme avec la délinquance, il y a des modèles comme ça de prédictivité qui sont utilisés par les forces de sécurité et on pourrait imaginer un modèle qui ferait un peu la même chose. ouais, c'est très intéressant. Je pense qu'on manque de données là-dessus. Bah, d'un certain côté, les données temporelles et les données spatiales, comme vous avez vu et tu as vu, ne sont pas connectées, ce ne sont pas les mêmes données. Donc, on a déjà cette difficulté, c'est-à-dire à avoir dans le temps, comme je disais pour le GEPAN, une forme d'homogénéité de la collecte. Et ça n'a pas été le cas du tout. Et ensuite, euh, en termes de prévision, aujourd'hui, le GEPAN est à 3% et demi de cas D, donc c'est pas beaucoup. Ça veut dire aussi que on a eu sur les dernières années très peu de cas D.
Et quand je dis ça, je dis qu'avec ce niveau d'information, c'est-à-dire, on- pardon? Non, il y a quelqu'un qui a Ok. oublié. Son Ça veut micro dire était qu'avec ouvert. avec ce niveau de données, en tout cas, c'est très difficile de faire des statistiques de prévision. Il en faudrait, je pense, beaucoup plus. Euh, mais ce serait très, très intéressant, je pense, si on pouvait y arriver, oui. Et si on élargissait un peu le spectre au cas, allez, laisser une partie DB, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose. Ouais, peut-être si on élargissait le spectre, en prenant peut-être des marges d'erreur plus importantes avec des valeurs d'étrangeté, comme on disait tout à l'heure, on pourrait peut-être arriver à avoir plus de cas. Ce serait Après, amusant de tester un modèle. ouais. Ce que j'aurais voulu, ce que je n'ai pas présenté là déjà, c'était le modèle de hotspot simplement, c'est-à-dire la répartition spatiale des KD suivant le modèle qui correspond au site nucléaire, au site pollué. Mais au-delà de ça, euh, peut-être que tout simplement, ce sont des modèles qui sont, j'ai envie de te dire, euh, indépendants en fait. Peut-être qu'il n'y a rien entre le modèle spatial et le modèle temporel. Si le modèle spatial parle d'écologie et que le modèle temporel parle, par exemple, d'apprentissage, alors peut-être qu'il y a rien. Bon, pour certains modèles. Après, par certains aspects du modèle, je veux dire. Après, peut-être qu'il y a un côté effectivement spatial avec de l'apprentissage. Euh, ça reste à tester. En tout cas, ce serait rigolo. Moi, j'aimerais bien faire ça. Ouais. Bien. Donc, Anne est enquêtrice, hein, euh, D'accord. de Anthony Popo à tout le monde. Ouais, bon, ok, merci. J'ai donc j'ai une remarque. Tu as dit que les explosions solaires les plus dangereuses, ça serait 1 sur 10 000 ans. Ah, je suis désolé, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est 1 sur 50 ou 100 ans. Et là, on avait beaucoup de chance de ne pas en avoir eu euh, avec l'explosion de la technologie. On serait très mal là en ce moment. S'il y avait une explosion solaire comme celle de Carrington en France, par exemple, si tous nos transformateurs électriques sautent, bah, on n'en a pas de rechange. Il faut des mois et des mois pour en fabriquer. Enfin, ça, c'était pour faire un peu peur à tout le monde, mais aussi pour motiver peut-être c'est un problème, mais on fait Oui, rien. c'est un problème. Après, faut voir ce qu'on entend par dangereux et dangereux. C'est vrai que Euh, je l'ai pas dit, mais je l'ai mis en regard du travail sur des prophéties et avec ces histoires effectivement de potentiel pluie de nitrate. Et ça, avant d'y arriver, il faut monter en puissance. Est-ce que c'est susceptible d'arriver? Je ne sais pas. Encore une fois, c'est qu'un modèle. Et jusqu'à il y a quelques années, on pensait que le Soleil ne pouvait pas dépasser un certain niveau d'énergie dans ses explosions. Puis on a vu sur d'autres étoiles que c'était sur le Soleil Exactement. que c'était possible. Ouais. Donc aujourd'hui, les scientifiques se reposent des questions. Je crois qu'on est bon, faut être prudent. Après Carrington aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça donnerait, très honnêtement. Il y aurait certainement un grand nombre de pannes, mais je suis pas sûr que ça mettrait en l'air à la civilisation. Ça serait une grosse catastrophe économique. Certainement, on pourrait survivre, mais ce serait très difficile de faire repartir. Il n'y aurait plus de GPS, il n'y aurait plus bon, il y aurait des choses comme ça. Il n'y aurait peut-être plus d'électricité pendant pas mal de temps. Donc, plus de réfrigération, et des pertes, peut-être des famines, des choses très importantes. Bon, enfin, OK. Question, qui sera le prochain directeur du GEPAN? Ah, comment puis-je le savoir? Ah, je pensais que tu m'avais dit que le biseau était en Ah, non, préparation. j'en sais rien. Je ne sais pas. Et en fait, je pense que tout le monde le saura le jour où ils mettront une publication en ligne. D'accord. Mais ce qui est toujours intéressant, c'est-à-dire que chaque responsable amène
un- une perspective nouvelle et un vent nouveau. Et je trouve qu'effectivement, ça permet, même si parfois on peut trouver que c'est un peu trop court, ça permet en même temps, normalement, au GEPAN de se régénérer. On verra bien. Ok, merci. Euh, Dans un de tes schémas, tu as étendu les sphères. Il y a l'atmosphère, il y a l'anthroposphère, l'atmosphère, et tu parles même de galactique sphère. C'est, t'as une idée derrière la tête là ou... Toute petite idée. Ouais. Je pense que c'est le schéma. Je sais pas si je l'ai encore à l'écran, euh, mais mais en fait, effectivement, ce que je voulais dire par là, c'est que on est à un moment donné, Là, c'est celui-là. voilà. Le Soleil et un certain nombre d'étoiles qui sont autour du Soleil subissent une météo galactique qui, dans un rayon de quelques dizaines d'années-lumière, va être similaire. Par exemple, une étoile explose, elle peut créer un certain nombre, j'ai envie de dire, de dégâts, en tout cas de transformations, dans un rayon de quelques années-lumière autour d'elle. Il y a les mouvements propres des étoiles aussi. On se déplace dans la galaxie, on traverse des bras galactiques, etc. Donc la question, c'est est-ce que cette météo galactique euh, influence finalement nos écosystèmes? Oui, alors oui, mais c'est à des échelles de temps extrêmement longues, d'une part, et puis d'autre part, dans ces modèles de données là sur quelques années, ça n'a pas de sens. Simplement, je les ai évoqués et regardés à l'époque en me posant la question tout simplement et plus largement d'émergence de l'intelligence et des civilisations. C'est-à-dire que nos civilisations sur Terre ont globalement 10 000 ans. Après la fin de l'âge glaciaire, du dernier âge glaciaire, en gros, euh, un certain nombre de civilisations autour du globe ont démarré l'agriculture et ont commencé à émerger. Et sans la stabilisation des températures sur Terre, ça n'aurait pas été possible. Et une des questions que je me suis posée sur Usfer à une époque, c'était finalement, est-ce que cette stabilisation des températures sur Terre, elle est particulière? Est-ce que cet âge interglaciaire que nous vivons a des caractéristiques particulières en regard des autres âges interglaciaires? Et j'avais lu à l'époque que il semblerait que ce soit le cas. C'est-à-dire que si on regarde nos dernières 10 000 ans d'activité humaine et en particulier le Soleil permet de renseigner sur au sens au sens des traces qu'on va avoir dans les isotopes, l'activité solaire va nous renseigner sur cette activité climatique aussi indirectement. Et bref, tout ça pour dire, c'est que est-ce que finalement cette émergence des civilisations ne pouvait pas finalement être en corrélation avec l'émergence d'autres civilisations autour d'autres étoiles proches, D'accord, ok. par hasard. Pas, je dis par hasard, non, pas par hasard, mais en tout cas Justement, au contraire, pas par hasard. de façon un peu contiguë parce qu'on partage une forme de même euh, Malheureusement. climatologie galactique. Bon, Ok, je pense à autre chose, mais enfin, c'est pas le lieu d'en parler. D'accord. Bref. Moi, j'ai fait à peu près le tour. Ah oui, il y a quand même quelque chose bon, qui a été évoqué par pas mal de chats. Euh, En fait, j'en ai aussi un peu parlé de façon. Vous faites une sélection des cas. Ce que beaucoup de gens reprochent au Japon, c'est qu'a priori, il y a une sélection des cas tangents. Voilà. Mais je crois on a déjà répondu là-dessus, là, je crois. Bon. Euh, les stations de travail.
Je change complètement de sujet, j'abandonne tout le côté subjectif. Si on veut vraiment des données objectives, les stations de mesure, les stations de type météo, capables de mesurer différents paramètres, bah, bien sûr de filmer en visible, en infrarouge, prendre des mesures magnétiques, etc. Tout ça corrélé, tout ça daté, euh, et peut-être pouvant se croiser. Alors là, je rêve un peu, mais pouvons peut-être se croiser avec d'autres stations. Est-ce que c'est envisagé euh, dans votre activité ou À quel niveau? c'est l'utopie pour l'instant? Au niveau du IP check? Oui, Non, pas pour l'instant au niveau du IP check. D'abord parce que ça nécessite des moyens, particulièrement financiers. Et puis parce qu'encore une fois, ce serait un travail qui serait vraiment d'ordre scientifique. Donc il faudrait, pour que ça ait du sens et pour que, d'une certaine façon, qu'il y ait de la crédibilité derrière sur ce genre de données, il faut que ce soit fait dans un cadre de recherche pour moi. Euh, donc si on parle de la France au sein du CNRS, je vois pas ça fait par des autrement. particuliers. Ouais. Ouais, très difficilement au niveau des particuliers, parce que même si vous mettez des caméras, quel crédit les scientifiques vont y accorder? Par exemple, à l'époque, au niveau du GEPAN, on avait une caméra qui tournait. Donc le GEPAN, quand même le CNES, et on avait fait des tests avec une caméra qui était sur le toit du bâtiment. Vous le retrouvez dans les actualités du GEPAN, ce genre d'information, et simplement, on discutait à l'époque avec le réseau Fripon, qui est le réseau français de caméras d'observation pour les bolides. Et c'est précisément parce qu'on avait des problématiques bolides. À l'époque, le GEPAN recevait des témoignages de bolides et qu'on souhaitait pouvoir les faire analyser par d'autres services, d'autres organismes, que Fripon s'est aussi engagé sur la question avec le Muséum national d'histoire naturelle, avec l'idée de pouvoir récupérer les débris derrière. Et simplement, ce que je peux dire là-dessus, c'est que la caméra qui a été utilisée par le GEPAN, bien que de haute qualité de, et de nature scientifique, n'était pas intégrée dans le réseau Fripon, et d'une certaine façon, pourquoi? Parce que elle ne correspondait pas aux critères des autres caméras du réseau. Et ils voulaient avoir des critères très particuliers pour l'observation, etc. C'est-à-dire des filtres, je suppose, Alors des des filtres filtres, non, logiciels. mais même pas des filtres, des critères optiques, parce que derrière ils ont développé un logiciel sur mesure pour l'analyse et l'identification des images. Et du coup, ce logiciel devait être adapté à certains types de caméras. Je suppose qu'il y a quelque chose comme ça. Plus un réseau, évidemment, de transfert des données avec des serveurs qui allaient récupérer les informations. Tout ça pour dire, c'est que, en fait, pour créer et générer de la donnée scientifique, il est nécessaire pour les chercheurs de maîtriser de bout en bout les données. Et donc, de disposer vraiment de l'amont jusqu'à l'aval, de la main sur toute la chaîne de traitement des données. Et si la caméra n'est pas quelque part spécifiée, dessinée par des scientifiques, ce sera compliqué de faire étudier des scientifiques par des caméras que vous aurez installées vous-même. Par contre, l'inverse peut être vrai, c'est-à-dire que les scientifiques peuvent tout à fait, dans le cadre d'une expérimentation d'un réseau, vous confier une caméra et l'installer chez vous euh, pour avoir un site qui soit particulièrement intéressant ou dégagé dans le cadre d'une étude. Donc ça, c'est possible. Donc voilà, je veux pas être pessimiste, hein, mais je pense que de toute façon, tout ce qui doit se faire au niveau science, d'une certaine façon, doit se faire avec des scientifiques. C'est-à-dire qu'il faut solliciter les scientifiques et travailler avec eux directement, et pas d'une certaine façon travailler dans son coin et
et réaliser par soi-même la production de données qui aura du mal à être acceptée. D'autant plus si si elle obtient des résultats étranges. Ok. Ah, merci beaucoup. Eh ben, de rien. Non, parce que je vois qu'il est minuit moins 25. Mais s'il y a des questions, moi je suis prêt. Peut-être pas toi, mais moi je suis prêt à continuer. Vas-y, Philippe. Non, mais on va continuer toute la nuit. Non, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses. On pourrait tellement mettre de liens, de corrélation avec le phénomène, les phénomènes Pan. Là, j'étais très intéressé par ce que disait Michael Vaillant sur notre environnement galactique et avec la météo galactique. Euh, c'est pas la première fois que j'entends parler, mais c'est la première fois que j'entends un scientifique en parler. C'est intéressant. Et il y a certainement plein de critères et peut-être de façons de faire d'autres études sur les phénomènes pan avec des statistiques qui seraient intéressantes. Peut-être que Michael Vaillant a d'autres idées à nous proposer. Dans le cas du happy check, il ne va pas s'enculer. Je suppose de proposer euh, de faire avancer les choses. Mais si je comprends bien, c'est par étapes et la partie communication est quand même importante. Et Oui, d'ailleurs, je oui. voulais juste poser une petite question. Est-ce que Michael Vaillant a entendu parler? Là, on voit que il y a quand même un intérêt pour le milieu scientifique, a quand même un certain intérêt, même s'il ne le dit pas de manière ouvertement. C'est plus en retrait. Mais est-ce que, on va dire, le milieu euh, politique, même s'il ne va pas vous le dire ouvertement, est-ce qu'il s'intéresse à ces questions avec on va peut-être des briefings avec des scientifiques, euh, pour étudier la question et pour se préparer à toute éventualité. Ce que je disais, Philippe, c'est que je te propose de regarder alors j'allais dire la vidéo, mais faut la demander au Sénat, hein, elle est disponible sur demande et il l'envoie en quelques jours, de la commission sénatoriale qui avait eu lieu pour les survols des Drovny en France et en 2014, qui était quand même très très instructif de ce point de vue-là. Et encore une fois, j'ai envie de dire, oui, c'était des phénomènes qui n'étaient pas définis, bon, mais pour eux, c'était entre guillemets des drones, je mets des guillemets. Donc, de ce point de vue-là, le GEPAN n'avait rien à voir et rien à faire là. Simplement, on était quand même confronté à des phénomènes inexpliqués. Alors ça, c'est pour un aspect de la question, c'est-à-dire on touche là à des phénomènes qui survolent la France et sur lesquels on n'a pas d'explication simple. Mais a priori, on dit c'est plutôt un drone. Bon, ok. Mais maintenant, au niveau des politiques, s'il devait y avoir quelque chose, euh, ce que j'observe, c'est que ça dépend plus de personnes individuellement que de partis. Et ça, je pense que je suis pas le seul à l'observer. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est un phénomène qui est transpolitique, au sens, enfin un phénomène, en tout cas des idées, des concepts, des sujets qui intéressent les personnes plutôt en tant qu'individus, euh, plutôt que des partis en tant que tels. Et après, il faut arriver à motiver, entre guillemets, ces individus, ces hommes politiques ou ces personnes politiques, et leur montrer qu'il peut y avoir un intérêt, soit de la part du public, des Français, pour la question, soit il peut y avoir un intérêt scientifique. Et parce que malgré tout, j'ai un peu envie de dire, pour prendre une image, quand tu es un politique là-dessus et que tu commences à parler de ce sujet, c'est un peu comme les scientifiques, c'est un peu le pingouin au bord de la banquise, c'est-à-dire que tu vas te jeter dans l'eau froide et derrière tu as les orques qui tournent et qui vont manger le premier qui se jette à l'eau, quoi. Et ou alors tu sais pas s'il va y avoir des orques, mais en tout cas tu as un peu peur de te jeter à l'eau. Donc il faut arriver à trouver un groupe, j'ai envie de dire, de personnes qui peuvent être intéressées, sincèrement intéressés et qui ont envie de faire bouger les choses. Et auquel cas,
il faut en discuter, je pense, d'abord de manière très pragmatique, très pratique, au sens qu'est-ce qu'on peut proposer, quel type de projet on peut proposer à la société, et ensuite, éventuellement, voir si on peut le faire passer, ce type de projet. Mais il n'y a pas de velléité. C'est évident que c'est un sujet qui est assez paradoxal parce qu'à la fois il intéresse tout le monde, mais en même temps, comme il n'est pas très visible, il est peu rendu visible sur la scène politique, on ne sait pas qu'il intéresse tout le monde. Voilà, enfin, ou un grand nombre de personnes. Et donc, les politiques ne savent pas s'ils peuvent ou s'ils doivent y aller ou pas. Mais je pense qu'ils vont se rendre progressivement compte qu'il y a un espace, un terrain de jeu politique, justement, où ils pourraient aller sans trop prendre de risques, notamment si on pose les bonnes questions. C'est-à-dire leur donner les leviers, leur donner les billes, pour qu'ils posent les bonnes questions et qu'ils se posent les bonnes questions sur la façon dont ces phénomènes sont traités en France et peut-être aussi ailleurs, puisque c'est des phénomènes qui n'ont pas de frontières, hein, donc il faut regarder le côté européen. Et comment on prend globalement ce sujet en compte et comment, d'une certaine façon, on fabrique des choses sérieuses avec. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train juste de se faire plaisir et à parler d'OVNI. On est derrière en train de parler effectivement, comme on a entendu aux États-Unis, de défense, de sécurité nationale et bien sûr de science. Et ça, ce sont des sujets qui éventuellement peuvent faire bouger les lignes, sans même parler de la question philosophique. Mais sommes-nous seuls dans l'univers? Bien sûr, tout le monde aimerait savoir y répondre. Mais bon, est-ce qu'ils peuvent tirer des voix avec ça? Je suis pas certain aujourd'hui, hein. Moi, je vois deux aspects qui peuvent intéresser peut-être les hommes politiques. C'est en effet l'aspect de la sécurité nationale. Et deuxième aspect, c'est l'impact de tout phénomène de contact qui pourrait avoir lieu, l'impact sur nos sociétés, donc l'impact sociologique, avec un risque, des risques sociologiques où les gens pourraient, il pourrait y avoir, comme on a parlé du fameux effet Quetzalcoatl ou des effets d'hystérie collective ou quelque chose, ou en tout cas une remise en cause de nos paradigmes scientifiques. Et je pense que ça, c'est peut-être les deux aspects du problème qui peuvent les intéresser à court et à moyen terme. C'est intéressant parce que c'est effectivement ce dont j'ai parlé, le deuxième point que tu as évoqué. Et là, je l'avais pas cité, mais l'aspect sociologique, c'est-à-dire que quelle sera la responsabilité des politiques demain si effectivement il y a un contact effectif et qu'on se rend compte que les militaires avaient des informations dans leur carton depuis des dizaines d'années et n'avaient rien dit. Et quelque part, euh, on assistera probablement à un choc, c'est-à-dire ce choc, c'est ben, vous nous avez trompés. Vous nous avez trompés parce que vous nous avez soutenu pendant des dizaines d'années qu'il n'y avait rien. Vous avez même fait des recherches éventuellement dessus en catimini, etc. Vous avez souhaité construire la défense, mais vous avez laissé le peuple entre guillemets désarmé face à un événement de ce type qui pourrait peut-être arriver. Et c'est effectivement, ça a été la conclusion de mon discours au Mexique, c'est effectivement de dire attention, quelle sera demain votre responsabilité si effectivement il y a un phénomène d'ordre du contact, ou si on s'aperçoit sans même qu'il y ait de contact, qu'il y a des intelligences, et que il y avait effectivement entre guillemets euh, des gens qui avaient accès à des informations mais qui n'en ont rien dit et qui ont gardé entre guillemets l'information tranquillement pour eux, laissant, j'ai envie de dire, le peuple démuni derrière. Mais ce sont des spéculations quand même, hein, faut le dire. Il faudrait qu'il y ait des conséquences négatives, vraiment négatives, de ce silence. Voilà, mais en tout cas, ouais, c'est ça. Ce serait une séquence qui serait pas
pas positif pour les politiques parce que il y aurait une perte de confiance dans l'institution qui serait très très forte à ce moment-là, compte tenu du fait qu'elle aurait caché au peuple pendant des dizaines d'années des informations. Et ça revient quand même sur un sujet qui est très important, très sensible à mon sens, qui est aujourd'hui le secret militaire, le secret défense en particulier, est positionné par quelques petits groupes de personnes sur certains sujets, qui ont la main sur certains sujets, donc ils ont le droit de mettre ce secret, il n'y a pas de problème. Mais qui vérifie ou qui peut vérifier que ce qu'ils ont fait est légitime? Ben, on a un problème ici. On a un problème en France et on a un problème dans d'autres pays. C'est-à-dire que il n'y a pas de groupe ou il n'y a pas de personne dans l'institution démocratique que nous sommes qui ait la capacité à vérifier la légitimité de ce secret défense. Alors bien, on a une institution depuis quelques années qui permet effectivement à des juges d'instruction, par exemple, comme ça a été dans le cas dans le Clearstream, de faire lever un secret défense dans le cas d'une affaire, en demandant à revoir, mais parce que ils demandent à ce moment-là un papier, ils savent que ce papier, il existe, mais dans la mesure où on ne sait pas que l'information, elle existe parce que elle ne sort pas et qu'il n'y a pas eu un cas judiciaire, on n'a pas les moyens de demander quoi que ce soit. Donc on se retrouve, d'une certaine façon, lié au bon vouloir de quelques personnes qui agissent, alors bien sûr, hein, dans l'intérêt supérieur de l'État, et il ne s'agit pas de leur tirer dessus à ces personnes, mais en tout cas, il n'y a pas de moyen aujourd'hui légal, à ma connaissance, qui permettent de sortir de ça. Et on est un peu, de ce point de vue-là, dans une ornière face à des phénomènes qui effectivement touchent à un moment donné domaine militaire, parce qu'ils vont réaliser des intrusions sur le territoire, et donc qui vont dans des cartons militaires, mais qu'une fois qu'ils y sont, on ne sait plus les faire sortir. Et ça, c'est très compliqué. On a eu des exemples, par exemple, avec le survol de Fessenheim, il y a eu quelques années de ça. On en a entendu parler parce que quelques-uns ont parlé, mais ça a été observé par des gendarmes, et on sait que, voilà, d'après ce que j'ai entendu dire, on leur a demandé de pas parler. Et on a un certain nombre d'affaires militaires comme ça qui restent dans le domaine militaire. Et autant le GEPAN peut demander des choses aux militaires, mais si les militaires décident de ne pas communiquer ces informations au GEPAN, ils le font pas, et de toute façon le GEPAN n'en saura rien. Donc on est coincé d'une certaine façon aussi par ça, parfois, à savoir l'information là où elle est sensible et là où elle peut être intéressante pour les scientifiques, elle est coincée. Et comment arriver, et j'ai envie de dire par des voies légales, hein, entendons-nous bien, à les faire sortir ces informations. Et c'est un processus législatif qu'il faut mettre en œuvre avec de nouvelles lois. Et ça, aujourd'hui, je commence à voir, on peut commencer à avoir des idées sur les lois qu'il faudrait mettre en œuvre pour arriver à ça. Mais ça va être un travail de longue haleine aussi. Et c'est pas, voilà, c'est pas qu'un problème français, c'est un problème qui se retrouve dans d'autres pays. Et en attendant, peut-être que les petits groupes indépendants doivent continuer à faire leur travail de fourmi. C'est certain. De toute façon, au niveau associatif, on peut continuer à faire de la sensibilisation et on peut continuer à faire de l'information. Et je pense qu'au-delà de ça, on peut aussi continuer à faire des enquêtes pour certains témoins. Simplement, ce que je pense, c'est que ce travail d'enquête, il est compliqué parce que s'il n'est pas reconnu, et en particulier s'il n'est pas reconnu scientifiquement, quelle valeur il peut avoir, et d'une certaine façon, on répond individuellement à des témoins, mais est-ce qu'on arrive à faire avancer les choses? Et c'est là où je dis, faut absolument que, c'était la fin de la présentation de tout à l'heure, il faut qu'on ait des organisations internationales où à la fois des associations, mais aussi des organismes d'État vont se retrouver
pour partager et pour échanger sur leurs méthodes et leurs outils de travail. Et c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on ait des procédures qui soient communes, encore une fois. Sinon, ce qui est fait par Paul ne sera pas utilisé par Jacques, j'ai envie de dire. Hein, donc c'est pas, et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que on fabrique des bases de données qui seront peut-être jamais utilisées du coup. Et il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Et la seule façon pour moi d'éviter ça, c'est effectivement d'arriver à standardiser et de faire en sorte que tout le monde soit d'accord sur les données. Pour Ok. le secret défense, il faudrait pas, par exemple, voter une loi pour qu'il y ait un contrôle parlementaire justement du secret défense, parce que sur le secret défense, on y met un peu n'importe quoi. Ça avait été même d'ailleurs abordé il y a quelques années à propos des services secrets, parce qu'on s'était aperçu qu'il y avait ce qui a relevé vraiment du secret défense, le terrorisme, etc., et tout ce qu'on veut. Et puis il y avait pas mal d'affaires privées qui étaient mises sous le secret défense, et donc il y avait des abus. Est-ce C'est que ça ça. pourrait pas donner quelque chose? C'est ça. Et enfin, abus, certainement. Bon, après, il faut pas encore une fois tirer sur l'ambulance, mais en tout cas, oui. C'est-à-dire que c'est exactement dans ce sens-là. C'est-à-dire, est-ce qu'il est légitime au sens, est-ce qu'il est censé? Et on voit dans les demandes justement de cette fameuse commission dont le nom ne me revient pas, mais que je vous redonnerai en ligne, c'est qui est chargé justement de réviser le secret défense qui existe. Mais encore une fois, dans la mesure où on sait quel papier ou quelle affaire on traite et on veut, ce qui ne peut pas être le cas pour les ovnis, puisque là on veut quelque chose qui soit fait de façon transverse et je veux dire de façon non discriminante, mais on se rend compte dans ce cas-là, et je crois que le chiffre, c'était 75% des cas de secret défense ont été levés Oui, dans le cas d'affaires. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il restait que 25% où il était quelque part légitime de garder le secret défense. Donc effectivement, il y a très certainement des excès, surtout au bout d'un certain nombre d'années, on peut se demander quel intérêt de laisser le secret défense. Il vaut mieux passer le bébé aux scientifiques, parce que ouais, ouais. il va pas se passer grand-chose dans la cellule militaire, où peut-être il y aura, allez, 5, 10, 15, 20, 30 scientifiques, mais c'est epsilon par rapport, j'ai envie de dire, à la puissance scientifique qu'il faut mettre en œuvre pour arriver à avancer sur ces sujets, qui sont probablement ou certainement des sujets de recherche fondamentale sur lesquels il faut vraisemblablement voilà, des centaines de scientifiques, voire des milliers de scientifiques à l'échelle mondiale qui travaillent ensemble. On ne fera pas bouger les choses autrement. Ouais. Donc oui, ça va se jouer au niveau d'une commission, certainement, qui aura, ou de personnes qui seront habilitées, qui n'auront pas certainement le droit de parler des papiers qu'elles vont consulter, évidemment, mais qui auront la légitimité à dire ça, ça peut sortir ou ça reste. Simplement, une forme des personnes habilitées à réviser et transversalement, c'est-à-dire ne dépendant pas du service qui directement, j'ai envie de dire, tamponne secret défense, ou du service ou des quelques personnes qui le font. Ouais, ce sera une bonne solution. Voilà, donc c'est des choses qu'il faut voir parce que ça peut pas se mettre en œuvre comme ça. Ou des lois. Il faut des lois et évidemment ça ne dépend pas de moi et ça dépend d'appuis politiques qu'il faut trouver Aussi, oui. et qu'il faut identifier. Et c'est des discussions qu'il faut avoir évidemment avec les gens. Je veux dire en amont, c'est-à-dire qu'on c'est pas un débat de place publique, c'est-à-dire c'est un débat technique sur le sens technique légal et avec enfin sur lesquels il faut travailler avec des professionnels qui s'engagent là-dessus à produire des propositions qui ensuite pourraient être proposées au vote. Donc là, c'est des choses sur lesquelles on va essayer de travailler effectivement. Eh bien, avec le CIPO peut-être, non?
Avec le CIPO évidemment, et puis avec toutes les bonnes volontés au sens identification. Alors il y a à la fois identification des réseaux de personnes qui auraient des idées sur ce plan-là, sur le plan légal, des professionnels. Moi, c'est plutôt des professionnels que j'irai chercher là-dessus. Et puis ensuite, réseau politique, évidemment, puisqu'il s'agit d'identifier les politiques individuellement, quel que soit le parti, parce que je pense encore une fois qu'il n'y a pas de question de parti là derrière, qui seraient prêts à faire un petit groupe d'études qui proposerait ce genre de loi. Mais voilà, donc c'est un travail de toute façon de longue haleine, hein, il n'y a pas de mystère. Et puis je pense que c'est aussi le sens de l'histoire, parce que encore une fois, il va falloir qu'on trouve et que toutes les démocraties trouvent la bonne limite, la bonne frontière, le bon trait de crayon entre les phénomènes qui sont du domaine de la défense et vraiment du secret défense, et des sujets qu'il faut garder dans des cartons, et des sujets qu'on peut sortir. Et ça, je pense que toutes les grandes démocraties, et c'est une mise à l'épreuve du processus démocratique d'ailleurs, ils sont confrontés. Et on voit comment aujourd'hui avec les lois aux États-Unis, ils essayent de pousser les choses. On va voir le NDAA 2024 qui est sorti, comment il aide là-dessus. Il va y avoir encore des questions, mais quand même, les États-Unis sont aujourd'hui mieux équipés que la France, bien mieux équipés que la France, notamment en termes de FOIA, pour faire sortir des sujets de ce type. Par exemple, aujourd'hui en France, on peut pas sortir, on peut pas faire une requête du genre sortez-moi, s'il vous plaît, les dossiers euh, qui sont liés à tel mot-clé. Si une requête FOIA peut se baser sur des mots-clés. Aujourd'hui, il y a un système plus ou moins équivalent en France, mais il se base pas sur des mots-clés. Il doit cibler un document, il faut citer le document qu'on cherche. Sinon, on peut pas le faire. Donc ça, c'est une énorme différence. Il y a une autre grosse différence entre le système français aussi et le système américain. C'est que dans le système français, c'est le document complet et il ne peut pas être partiellement bifuré. Pas à ma connaissance en tout cas. Donc s'il y a un document qui doit être sorti bifuré, vous avez la pratique, vous les connaissez, ces documents qui sont tellement noircis dans la procédure FOIA qu'il nous reste que quelques phrases aux États-Unis, mais au moins on sait que le document il a existé et qu'il a une trace et en France c'est pas possible d'avoir ça. Donc pas à ma connaissance. Donc je peux me tromper, il faudrait voir comment on peut faire des requêtes de ce type, mais je pense que le système, en tout cas de ce que j'en ai lu, système français par rapport au système américain, doit vraiment être assoupli. Donc à suivre. Là aussi, c'est une autre, c'est un autre aspect, mais c'est vraiment sur la question de comment je peux creuser de l'information et comment je peux demander effectivement au gouvernement sur des requêtes d'accès à l'information. Mais les Américains, de manière générale, sont plus forts sur la liberté, au sens large, hein, liberté d'accès à l'information. C'est dans leur esprit et dans leur nature. Voilà. Nous, on est un peu plus disciplinés probablement pour tenir, j'ai envie de dire, Caporalisé, comme disent certains. voilà, nos libertés bien en ordre, d'une certaine façon. Mais ouais, tout ça, sont des vastes débats de politique et de philosophie. Et encore une fois, je pense qu'aussi dans les bonnes démarches, et une des bonnes démarches américaines, c'est de considérer que dans les lois qu'ils ont sorties, qui vont sortir, il n'y a pas de punition, il y a une forme d'amnistie pour les gens qui ont travaillé sur du secret défense et qui ont caché ces dossiers.
Parce que, Ouais. d'une certaine façon, on peut imaginer qu'aussi des gens qui ont travaillé sur ces sujets-là, ils se disent, mais mince, tout le monde va m'en vouloir demain, j'aurais été le mec qui a caché des secrets que le monde entier veut connaître. Ouais, parce qu'ils l'ont fait de bonne foi, de toute façon. Ils l'ont fait de bonne foi, Ouais. exactement. Et de cette façon, enfin, d'une certaine façon, quand des gens suivent des ordres, bon, qu'est-ce que tu veux reprocher, quoi? Il y a rien à dire. C'est comme ça. Donc là, c'est sûr, ce sont ce sont des chemins à la fois délicats, et quand je dis délicats, c'est-à-dire d'écriture et de travail politique, où il faut vraiment arriver à, à placer le bon curseur en termes de niveau de loi, d'une part, et d'autre part, vous l'avez vu aussi avec les SCUR, c'est-à-dire que quand il y a eu cette démarche de questions au gouvernement Ah français, oui. euh, Il a été plus que lamentable. oui, alors sans porter de jugement de valeur, mais je pense qu'il est le reflet d'une majorité d'hommes politiques, c'est-à-dire qu'ils sont complètement à côté de la plaque, au sens, ils ont une méconnaissance terrible du sujet, et comme ils ne connaissent pas le sujet, bon, bah, ils font une recherche avec les moyens du bord, c'est-à-dire qu'ils ont passé 1 heure sur le sujet à regarder ce qui existait, et ils ont été copier-coller des éléments du GIPAN sur leurs réponses. Mais c'est vrai que la difficulté, c'est qu'on se confronte à ce genre de personnes au sens, encore une fois, transpolitique et large, c'est-à-dire qu'il y en a partout, qui trouvent que ce sujet n'est pas forcément intéressant et c'est pas le moment parce qu'il y a d'autres crises plus graves et que actuellement c'est l'Ukraine et actuellement c'est Israël, etc. Bon, donc c'est aussi arriver à porter la conviction auprès de ces hommes politiques que c'est suffisamment important et que d'une certaine façon il y a suffisamment de d'anomalies ou de problèmes qui ont été posés dans le passé par ce genre de problématiques pour que ça en vaille le coup. Et donc là, il faut prendre des exemples et il faut mettre d'une certaine façon euh, la réalité des faits en face de ces hommes politiques. C'est-à-dire, bon, on peut reprendre les exemples de 2014, mais on peut aussi reprendre les cas de pilotes. Il y a des pilotes qui ont été arrêtés euh, parce que ils avaient vu des phénomènes. Donc c'est à un moment donné, il y a des problèmes de voilà de lois qui sont mal foutues. Et puis on a le problème de compétitivité scientifique. Bon ça va chercher plus loin, mais il faut arriver à le faut arriver aussi là aussi à le d'une certaine façon euh, à montrer que finalement ce n'est pas rien, et c'est ce que je disais aussi au Mexique, c'est-à-dire que ça touche à des problématiques d'innovation, c'est-à-dire la transdisciplinarité scientifique, la capacité à un pays à créer de la valeur à partir de recherche fondamentale, c'est quand même essentiel. Eh ben, on est bien parti alors. Ma- On va, vous voulez peut-être aller vous coucher, on va peut-être, Non, ça dépend pas de moi, ça dépend. Je vois qu'effectivement les participants, de participants décroît. Il en reste encore 14. Mais de Joséphine Kohlenberg à tout le monde. Merci pour intéressant. Tu as peut-être une question, Joséphine? Non, 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 mais merci en fait. C'est très intéressant en fait. Non, mais après une question, non. Il est tard aussi. eh Oui, c'est oui, vrai qu'il est tard. Il y a beaucoup de gens qui vont travailler demain. Donc on peut parfaitement. Je crois qu'on. Moi, de toute façon, j'ai pas de questions. J'ai bien sûr beaucoup de questions, mais qui dépassent le sujet précis. Donc moi, je J'aurais peux peut-être bien. une Je petite suis prêt question. je suis prêt à arrêter. Juste peut-être une dernière question euh, pour voir si, au-delà de la France, est-ce que on peut espérer un réseau international, mais qui comprendrait aussi bien les Russes, les Chinois, les Américains, les Européens, euh,
et d'autres pays en Amérique en Amérique du Sud et en Afrique euh, qui s'intéresseraient et qui échangeraient leurs données C'est sur l'idée, ces hein, plateformes. c'est l'idée Est-ce que ce réseau, cette idée de réseau international avance? Écoute, c'est vraiment l'idée que j'ai proposée là dans les slides et présentée avec Coevent. C'est compliqué parce qu'en fait, euh, comme je disais, pour moi, ça nécessite une nouvelle science, comme je disais, une science de l'inconnu. Une science qui fonctionnerait fondamentalement de façon transdisciplinaire. Quand je dis science de l'inconnu, c'est un nouveau processus scientifique qui nécessite une organisation particulière, où effectivement, collectivement, des scientifiques d'horizons différents travailleraient au sein d'une même unité et autour d'une même table. Et ça, pas simplement dans un seul pays, mais dans plusieurs pays. Alors ça se structure, ça devrait se structurer progressivement, un peu par émergence, c'est-à-dire que on va avoir des revues. J'ai cité le SUAPS qui a sorti une revue qui s'appelle le Limina, Limina. Donc je disais qu'à l'époque, en 2014, je n'avais pas trouvé de revue pour publier le Limina, par exemple, m'a proposé de publier l'article sur la répartition spatiale des phénomènes dans, chez eux. Alors c'est très bien. Et c'est très bien parce que ce sont des supports de communication qui sont essentiels à la construction de ces réseaux. C'est-à-dire que quand une entité de ce type va exister aux US, si il fabrique un papier transdisciplinaire, ensuite ce papier doit pouvoir être revu par d'autres scientifiques qui travaillent dans une autre entité en France, au Japon ou ailleurs. Et, euh, et par contre, on n'en est pas encore là. Je pense que là aussi, euh, il va falloir travailler des deux bouts, à la fois du côté scientifique, pour le coup, c'est-à-dire avec des scientifiques qui sont de plus en plus convaincus qu'il y a une vraie science qui se joue sur ce côté phénomène anormaux inexpliqués, quelque chose qui est en dehors de tous les domaines scientifiques, qui ne tombe dans aucun domaine scientifique actuel, en tout cas pas a priori, d'une part, et d'autre part, des pouvoirs politiques qui vont se rendre compte, sous la pression de ces scientifiques, qu'il y a peut-être besoin de créer une nouvelle institution. Et quand je dis nouvelle science, c'est-à-dire, je prenais l'exemple de l'INRIA parfois, c'est-à-dire l'Institut national de la recherche en informatique et en automatique, qui a été créé il y a bien des années de ça en France, dans les années 60, peut-être avant, je ne sais plus exactement, mais le fait est, c'est que c'était en accompagnement de la naissance de l'informatique. Et l'informatique était une discipline, une nouvelle discipline, qui ne tombait encore une fois dans aucune science existante. Il fallait faire quelque chose pour ça. Et donc, il fallait créer une nouvelle structure. Et je pense que demain, on aura une nouvelle structure parce que des phénomènes inconnus, qui ne tombent encore une fois dans aucun domaine scientifique, on en aura toujours. C'est pas parce que demain, peut-être, et je dis un grand peut-être, il y a un contact, et que même si on côtoie, on voit qu'il y a des entre guillemets des êtres intelligents ailleurs, qu'on n'aura pas toujours des phénomènes encore inconnus qui nous dépassent totalement. Et je pense que ce sera toujours entre guillemets une règle, et on aura toujours quelque chose au-delà à aller chercher. Et c'est cet au-delà qu'il faut savoir d'une certaine façon appréhender, encadrer, avec suffisamment, j'ai envie de dire, de doigté, de neutralité, sans préjugés, qui est très compliqué parce que ça met tout le monde face à ses biais, à ses préjugés. Hein. C'est vraiment le problème des ovnis, c'est-à-dire que quand on sait pas où ranger quelque chose, ben chacun y va de sa propre analyse, de ses propres préjugés, de ses propres croyances. Et je parle souvent des pouvoirs explicatifs du monde, croyances scientifiques. Et les gens pensent que c'est la science qui va expliquer le monde. Donc c'est pas possible, ça n'existe pas parce que la science dit que ça n'existe pas. D'autres c'est Dieu, d'autres c'est les ovnis ou les êtres d'autres dimensions qui vont venir nous sauver et nous apporter l'intelligence. Bref, chacun y va de sa cuisine dans ce cas-là.
et de de son propre avis. Mais il faut éviter ça. Il faut surtout arriver à garder des portes ouvertes dans ce genre de travail et à faire en sorte que toutes les hypothèses, encore une fois, soient bien, j'ai envie de dire, réalisées, représentées et à leur juste niveau, sans qu'il y ait effectivement d'a priori, et c'est toute la difficulté. Et c'est tout l'enjeu de ce genre de discipline qui, à mon sens, peut être aidé effectivement par des outils d'analyse comme je les ai présentés là, mais qui évolueront, j'espère, dans le temps. Ça me paraît faire une bonne conclusion, un beau mot de la fin. Je vais couper l'enregistrement.